Je suis absolument ravi de recevoir Guillaume Pepy. Guillaume, bonjour et merci d'être là au nom de la communauté franco-britannique. Alors, Guillaume, je vais commettre l'irréparable, à savoir vous présenter, si tant est qu'il soit besoin de vous présenter. Alors, on vous connaît principalement pour vos années à la tête de la SNCF, que vous avez présidé de 2008 à 2020, en vous donnant corps et âme et en travaillant de manière inlassable pour cette grande entreprise. En tant que président de la Chambre de commerce franco-britannique, je dois signaler que vous avez aussi, on le sait moins, un lien particulier et assez unique avec le Royaume-Uni, puisque c'est vous qui avez inauguré le fameux High Speed One, la ligne à grande vitesse de l'Eurostar, qui relie Paris à Londres en 2h15, qui est le symbole d'une relation très forte entre nos deux pays et qui est un moyen que nous utilisons tous et les uns et les autres, hors période de pandémie, pour rejoindre le centre de Londres. Alors aujourd'hui, ce n'est pas pour l'Eurostar, ce n'est pas pour votre expérience en tant que grand patron à la tête du groupe et de cette grande dame qu'est la SNCF que nous vous recevons. Aujourd'hui, nous vous recevons en tant que président récent d'Initiative France. Vous avez pris la présidence récemment de ce réseau qui est, et au moment où on était en plein cœur de la pandémie du Covid. C'est un réseau de financement, mais c'est surtout un réseau qui accompagne les entrepreneurs partout en France, fort d'un maillage de quelques 215 associations qui sont présentes dans toute la France, qui sont présentes dans tous les territoires. Et je sais combien les territoires, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Alors, vous avez ici des représentants de la Chambre de commerce franco-britannique. C'est un réseau d'entreprises à la fois françaises et britanniques, françaises à 60%, britanniques à 40%, et qui finalement couvre tout le spectre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de la start-up au groupe de grande taille, en passant par les TPE, PME et les autres entreprises de taille intermédiaire. Alors, nous vous recevons donc aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord en tant qu'expert du monde de l'entreprise, bien évidemment, en tant que mentor et soutien actif de l'entrepreneuriat. Alors, on a prévu un jeu de questions-réponses plutôt que de faire des présentations ex cathedra. Ça lui a semblé beaucoup plus à la fois dynamique et puis surtout correspondre à ce que vous souhaitiez. Donc là, la première question que j'ai envie de vous poser, Guillaume, c'est la France et le Royaume-Uni comptent un nombre similaire d'entreprises sur leur territoire, environ 4 millions. Et si l'on regarde plus en détail, le dernier classement de Doing Business de l'OCDE montre qu'il est plus aisé de faire vivre et faire prospérer une entreprise chez nos voisins outre-Manche. Notamment leurs scores en termes d'obtention de prêts sont meilleurs, les facilités administratives. Donc, finalement, de votre analyse, de votre vécu, notre pays, ce beau pays que nous aimons tous, rend-elle l'entrepreneuriat un peu plus difficile ou inattractif? C'est un bon point, mais juste avant ça, je voulais d'abord vous saluer chacune et chacun. Cette invitation, merci beaucoup, elle me fait plaisir. C'est vrai que, comme beaucoup d'entre nous, j'ai un lien de business et un lien affectif avec le Royaume-Uni. Je voulais saluer la Chambre parce que c'est vrai que je crois que vous êtes la plus ancienne des chambres internationales à Paris. Vous êtes la plus forte, on m'a dit, de l'ordre de 2000 adhérents, ce qui est formidable. Et puis en ce moment, vous ne devez pas avoir la vie facile parce que faire vivre la relation franco-britannique dans la période, à mon avis, c'est encore plus délicat que d'habitude. Les sujets de douane, les sujets de pêche, les sujets de sous-marins, tout ça met l'entente cordiale à rude épreuve. Et j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours, cher président, que d'animer cette chambre. En tout cas, ce que je trouve formidable, c'est que c'est une chambre qui est en action et qui joue un rôle vraiment important dans la relation économique entre les deux pays et les deux économies. Si je rebondis sur la question que vous posez, c'est-à-dire en gros, pourquoi c'est si difficile d'entreprendre en France
par rapport à ce qu'on connaît au UK. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment des sujets structurels en France qui ne sont pas complètement réglés. L'éducation nationale n'aime pas les entreprises. On a une culture qui est un peu adverse au risque. Et puis, il y a un excès de réglementation sectorielle et générale qui pèse sur l'envie de faire et sur la capacité de faire. Donc, tout ça est vrai, mais il faut quand même nuancer les choses parce que de mon point de vue, c'est quand même en train de bouger. Je regardais les chiffres. 2020, qui est pourtant une année vraiment de crise, le nombre d'entreprises créées en France a été de 840 000 selon l'INSEE, c'est-à-dire 4% de plus que l'année précédente. Et 2021, tout indique qu'on va faire encore mieux, c'est-à-dire peut-être on va passer, on n'en sait rien, un seuil psychologique qui est peut-être des 900 000 entreprises. Et ce qui est en train de changer, c'est que culturellement, je pense que avant, la création d'entreprises était la dernière des solutions lorsque quelqu'un ne trouvait pas un CDI, ne trouvait pas un CDD, ne savait plus quoi faire et on lui dit ah bah, en gros, ah bah, oh là là, tu vas créer ton entreprise. Je pense que ça, c'est en train de changer. La crise du Covid, assez curieusement, a en quelque sorte obligé ou permis à des gens de se lancer, comme si on avait eu plus de liberté, ce qui est paradoxal. Et il y a plus de porteurs de projets aujourd'hui qu'il y en avait en 2019, c'est-à-dire avant la crise. Et les deux autres choses que je trouve positives, en France, qui sont en train de bouger, c'est l'attitude des banques. Les Français n'aiment pas leurs banques en disant elles prêtent mal, elles ne prêtent pas, elles sont rétives, etc. Moi, ce que j'observe, c'est que les banques, depuis 1 an et demi, 2 ans, ont fait le job et ont été à la hauteur de la responsabilité qu'elles avaient. Bien sûr, les mutualistes, mais aussi des grands réseaux, et je les cite, comme BNP Paribas ou Société Générale, qui sont vraiment engagés à nos côtés dans l'entrepreneuriat. Puis la dernière chose que je trouve vraiment intéressante dans la période, c'est que la réorientation de l'économie est en train de donner envie à de plus en plus de gens de se lancer. Les circuits courts, la transition énergétique, les services à domicile, le bio, la tech et le digital, tout ça, c'est autant de raisons de passer à l'acte de la création d'entreprises. Donc voilà, il y a les facteurs structurels, mais je trouve que les choses sont aussi en train de changer. C'est plutôt un très bon signe et c'est ce que nous observons nous, au travers des remontées de nos membres. Effectivement, Ouais. l'attractivité de ce pays est en train de bouger, est en train d'évoluer. Alors justement, nous avons eu cette période assez exceptionnelle, unique pour chacun d'entre nous, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, qui est cette période du Covid, de la pandémie, qui a obligé nos entreprises, j'allais dire, à se transformer à marche forcée, et finalement, ça a conduit à un certain nombre d'éléments positifs. Justement, si on regarde sur 2021, beaucoup d'indicateurs sont au vert. Donc, de votre point de vue et de votre grille de lecture, pour vous, 2021 est-elle une bonne année pour finalement entreprendre et lâcher la reprise d'entreprise? Alors, je crois que 2021 alors 2021 et 2022, on va dire, ça peut être une excellente année, peut-être pour deux raisons. La première, c'est, on le disait à l'instant, les opportunités du post-Covid. Moi, j'ai la conviction, je le vois tous les jours sur le terrain en me baladant dans les différents réseaux associatifs, c'est que beaucoup des créations d'entreprises ou beaucoup des opportunités qui ont eu lieu pendant le Covid, eh bien, sont en train de s'installer dans le paysage économique. Je citais tout à l'heure tout ce qui tourne autour du circuit court, de la transition énergétique ou environnementale, des services à domicile, etc. Toute la créativité qu'il y a eu pendant la période Covid, ça peut être autant de création d'entreprises pour la période. Et donc, il y a un peu un moment, on va dire un moment d'opportunité qu'on n'imaginait pas avant. Et je voulais prendre un exemple qui m'a toujours frappé. Les fleuristes.
Aujourd'hui, les fleuristes, c'est juste incroyable. Il y a 92% des fleurs en France qui viennent du marché hollandais qui est aux alentours de Schiphol, une sorte de gigantesque Rungis. Et puis la crise Covid a cassé les circuits de distribution des fleurs et on a en France plus d'une cinquantaine d'entreprises qui se sont créées déjà et qui, en gros, ont pour mission d'être partenaires des producteurs, de distribuer ensuite localement. Et l'autre intérêt, c'est qu'on est en train de parler de fleurs de saison et non pas, comme on le voit au travers du marché international de Schiphol, le fait d'avoir toutes les fleurs en toute saison. Bon, ben ça, c'est une petite révolution, mais s'il y a 50 fleuristes aujourd'hui, entreprises de fleuristes, qui se sont créées, il y en a peut-être 100 ou 150 demain. Puis la deuxième raison, elle est alors beaucoup plus grave. On était hier avec Geoffroy Roux de Bézieux, au MEDEF, en train de regarder une enquête sur la situation des jeunes, et je dis bien que c'est une enquête du MEDEF et pas une enquête de l'UNEF. Et donc, les résultats sont juste absolument effrayants. J'en ai noté 2-3 à la volée. Il y a aujourd'hui en France plus de 800 000 jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas de contrat, pas de stage, pas de formation. Il y en a, ils déclarent, ces jeunes, passer 50% du temps à chercher un emploi, un stage ou une mission. Et l'autre chiffre qui est frappant, en 1990, un jeune trouve un CDI à l'âge moyen de 21 ans. Et aujourd'hui, c'est 28 ans. Et le taux de pauvreté des jeunes, mesuré suivant les critères internationaux, le taux de pauvreté des jeunes est de 19,7% en France. Ce qui amène, et on revient à l'année 2021-22, 21% des jeunes de moins de 25 ans a déclaré qu'ils aimeraient créer leur boîte. Donc voilà, si on est à la hauteur de cette situation, ça sera une année forte pour l'entrepreneuriat. Je pense que le point que vous évoquez, Guillaume, est un vrai point clé et que nous partageons. J'allais dire que c'est au niveau du savoir-être et au niveau de nos valeurs en tant que dirigeant d'entreprise qu'est ce sujet finalement de préparer les jeunes générations. C'est ce sujet de la transmission, c'est ce sujet de donner aux jeunes le goût d'entreprendre. Et c'est une vraie responsabilité collective que nous avons, qui est de ne pas laisser, en tout cas le moins possible, ces jeunes sur le bas-côté, de les accompagner, de les coacher, etc., et de les aider. Je sais que c'est quelque chose que vous faites, mais en tout cas, ça fait partie des valeurs que nous partageons et qui, je pense, font partie des valeurs cardinales de tout dirigeant. Justement, lorsque on regarde votre parcours de dirigeant qui est absolument remarquable, Guillaume, quels sont les enseignements que vous tirez de ce parcours? Comment finalement aujourd'hui, dans ce rôle de soutien aux entreprises, vous le mettez en œuvre? Et finalement, on parlait d'une entreprise, ce sont des hommes et des femmes, des talents, et puis c'est une culture qui cimente le travail ensemble, l'intelligence collective, la construction d'intelligence collective. Quelques points sur la culture que vous souhaitez transmettre et puis ce que vous transmettez comme soutien aux entreprises. Ce n'est pas une question facile parce que, pour vous dire complètement la vérité en confidence, le fait de passer de PDG d'un grand groupe qui faisait une trentaine de milliards de chiffre d'affaires et 200 000 personnes à président d'un réseau associatif d'entrepreneuriat, c'est du 180 degrés. Et j'ai dû désapprendre mon métier de chef d'entreprise parce qu'il y a deux différences absolument gigantesques. La première, c'est que les grands groupes, au fond, ce n'est pas facile de grandir à l'ombre du chêne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est que les TPE, on ne sait pas ce que c'est que les PME et les ETI. Ce n'est pas vrai. Dans un grand groupe, les logiques sont complètement différentes et j'ai dû, au fond, réapprendre parce que les seules choses qui marchent dans les grands groupes, c'est l'intrapreneuriat et puis c'est les fonds, genre fonds de digital venture, etc. Et puis, pire encore, présider un réseau associatif, c'est juste l'inverse de présider une entreprise. Dans un réseau associatif, il y a une vie démocratique et une vie associative qui est absolument l'inverse de la façon dont une entreprise fonctionne.
Et on ne peut pas dire à la fin, quand on préside un réseau, écoutez, j'ai entendu ce débat, et puis ça sera comme ça, pointe à la ligne, je décide. Il faut mettre les gens à bord, il faut mettre en mouvement, il faut obtenir une adhésion des bénévoles, bref, c'est un autre métier. Je ferme la parenthèse. Moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que pour réussir l'entrepreneuriat, il y a vraiment deux choses à réunir. La première, chacun le sait, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Alors, quelques-uns naissent entrepreneurs lorsqu'ils s'appellent Bouygues, Deco ou autres. Mais sinon, on le devient. C'est un chemin sur soi. Et c'est un chemin que je vois, moi, quand je suis sur le terrain. Ça va du projet qui se transforme, ou de l'idée même, qui se transforme en projet, qui va se transformer en entreprise. Cette entreprise va ensuite se transformer en acteur économique, en acteur local et puis en acteur sociétal. Et c'est quand ce chemin est parcouru qu'on peut vraiment dire que quelqu'un est devenu chef d'entreprise à tel endroit ou à tel autre. Et puis l'autre chose que je ressens, c'est que la vertu cardinale, la vertu autour de laquelle les choses tournent, c'est l'audace. Et c'est ça qui rend le truc compliqué. C'est qu'on est dans un pays, on le sait tous, où le principe de précaution, une certaine autocensure règne, là où en réalité, il n'y a pas d'entrepreneuriat sans audace créatrice. Donc, ça veut dire un droit à l'échec, qui en France n'est quand même pas super reconnu. Le fait qu'on puisse dire que échouer, c'est apprendre, tout ça, c'est des éléments un peu disruptifs dans notre culture. L'autre jour, j'ai rencontré une jeune femme très intéressante. Elle avait une boîte, avant le Covid, de tags d'identification de conteneurs. Donc des puces RFID qui servent à savoir ce qu'il y a dans le conteneur, à qui appartient le conteneur, où va le conteneur, etc. Bon, le trafic s'arrête complètement en mars 2020. Elle pivote radicalement pour utiliser ces fournisseurs chinois de puces RFID pour importer des masques, des gels, etc. Donc, elle se met sur les produits Covid. Manque de bol, 6 mois plus tard, les produits Covid, il y a tellement de fournisseurs qu'on ne sait plus quoi en faire. Elle réutilise la relation qu'elle a en Chine pour se dire, après tout, il y a un certain nombre de goodies de type nouveau avec des puces RFID qui sont en train de naître, typiquement des petits écrans plats publicitaires qu'on donne à des grands clients et sur lesquels il y a des films ou des visios. Elle repivote et puis aujourd'hui, 2 ans et demi après, en fait, elle fait les 3 activités. Et donc, elle a réussi, parce qu'elle a vraiment de l'audace, à transformer son premier échec sur les puces RFID en un succès en étant en quelque sorte une sorte de conglomérat de 3 activités. Bon. Et elle a fait tout ça en 18 mois et elle n'avait pas au départ de bagage qui lui permettait de réaliser tout ça. C'est intéressant parce que ce sont vraiment… c'est l'audace au quotidien, c'est l'audace sur le terrain et c'est comme ça que l'on voit comment finalement des idées se transforment, évoluent. En vous écoutant, Guillaume… Et une autre que j'ai adorée aussi, un gars Oui, qui se met à qui crée un restaurant à Paris dans une des galeries couvertes qui sont au centre de Paris. Là encore, fermeture administrative. Évidemment, il se met à faire du take-away comme tout le monde. Mais le take-away, ça ne marche pas parce qu'il y a trop de take-away. Et à ce moment-là, il a l'idée, mais c'était il y a 1 an et demi, de faire ce qu'on appelle une dark kitchen, c'est-à-dire au fond de mettre en œuvre la différenciation de son restaurant, qui est, en gros, c'est un restaurant fondé sur la cuisson lente des aliments, des viandes et des poissons. Et il devient une dark kitchen pour les hôtels qui n'ont pas de restaurant et pour les entreprises qui n'ont pas de salle à manger de direction. Et depuis, il a créé déjà 3 dark kitchens, c'est-à-dire que ça a complètement cartonné. Ben voilà, là encore, une capacité juste incroyable en quelques mois de repositionner son activité. Voilà, je pense que ces exemples-là doivent vous nourrir au quotidien, doivent nous nourrir. Et finalement, en vous écoutant, Guillaume, ce matin, j'ai envie de parler de trois, on va dire, 3 choses qui, en tout cas, à la Chambre, et je suis certain pour vous, sont importantes. À la fois, j'entends du savoir-faire,
j'entends aussi du faire savoir et puis quelque chose qui est absolument essentiel parce qu'on parlait de culture, de savoir-être, hein. Et je crois que les trois éléments sont absolument indissociés. Finalement, aujourd'hui, on a des entrepreneurs jeunes, moins jeunes, parce qu'entreprendre ne veut pas directement être associé à jeune. Vous pouvez être entrepreneur un peu, j'allais dire, avec plus d'expérience, et puis aussi pivoter, comme vous le disiez si Hum. bien. Le move que vous effectuez est juste à ce titre absolument exemplaire, et vous l'avez expliqué. Finalement, c'est quoi les conseils que vous donneriez aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent? Parce que vous avez ce spectre de lecture, vous l'expliquiez, grand groupe, structuration formidable, puissance de feu, reconnaissance, etc. Et puis aujourd'hui, vous voyez l'entrepreneuriat sur le terrain, des idées, de l'audace, de l'imagination, de la capacité de se transformer, de se réinventer. C'est quoi finalement les quelques conseils que vous donneriez à ces entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs? Euh, le premier, c'est de se faire accompagner. En fait, au bout de 3 ans, l'INSEE établit qu'il y a de l'ordre de 60% des entreprises qui sont toujours en activité et 40 ont disparu. Lorsque les porteurs de projets se font accompagner, le chiffre passe à plus de 90%, c'est-à-dire en gros moitié mieux. Heureusement, ce n'est pas 100% parce que l'entrepreneuriat n'est pas une science exacte, mais quand même, on augmente de 50% en 3 ans les chances d'être toujours là. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, si je prends l'exemple du réseau que je préside qui s'appelle Initiative France, il y a au fond trois bénéfices. Le premier bénéfice, il est autour du fait qu'on est partout en France avec 215 associations et que donc on est ancré sur le territoire économique, allez, 2 associations par département, voire plus. La deuxième raison, c'est que notre mission, c'est d'une part d'aider la personne à solidifier son projet, ensuite de faire un prêt d'honneur qui va être couplé avec un prêt bancaire, qui va faciliter le prêt bancaire. Et puis la troisième chose, et surtout, ce qui fait la différence, c'est l'accompagnement pendant 3 à 5 ans, accompagnement par un parrain, une marraine ou des parrains, des marraines, qui va faire que la personne n'est pas seule. La personne n'est pas seule, ça veut dire qu'elle a sans arrêt, gratuitement, près de chez elle, quelqu'un qui est en écoute, en conseil, on dirait aujourd'hui un peu en coaching, et qui est surtout un appui humain solide. Et pendant la crise du Covid, il y avait beaucoup d'argent qui a été débloqué, le fameux quoi qu'il en coûte. Mais ce qui a vraiment fait la différence, selon l'enquête qu'on a fait auprès de plus de 1000 TPE pendant la période, c'est la capacité d'accompagnement, le fait de voir les gens, de les réunir en leur disant, bon, on a tous des problèmes de trésorerie, comment vous avez fait? Échangeons nos meilleures pratiques. On a tous un problème de rémunération, puisqu'on ne se rémunère plus. Comment vous avez fait? Bref, marquer de la solidarité, marquer de l'envie de jouer le jeu collectif. Et puis, le deuxième conseil, mais on en a parlé là largement, c'est l'agilité, c'est la capacité, quand on crée une entreprise, à se dire, c'est pas sûr que j'ai eu la bonne idée dès le départ. Et donc, si jamais j'ai pas eu la bonne idée, je vais non pas renoncer, mais je vais me réinventer mon idée. J'ai souvenir à Annecy de quelques jeunes qui avaient créé une boîte, une agence de voyage lointain, qui étaient des voyages écolos. Alors on va marcher, on utilise la compensation carbone, etc. Bon, puis l'activité disparaît, mais disparaît du jour au lendemain. Ils ont eu l'intelligence non pas de déposer le bilan, mais de rebosser pendant 3 mois pour savoir si leur concept était applicable à la région d'Annecy. Ils se sont complètement repositionnés et maintenant on n'est plus sur le long cours, on est sur la proximité et ça marche. Et donc voilà, il y a une capacité à rebondir, à se réinventer qu'il faut avoir sans arrêt à l'esprit et qui fait partie du métier de chef d'entreprise. On pourrait vous écouter pendant des heures, Guillaume, parce que ces anecdotes, finalement, c'est la vraie vie. C'est l'entrepreneuriat et c'est l'entreprise en action. Alors, vis-à-vis de tous nos invités, on termine toujours. Alors, je voudrais juste terminer par
par une anecdote, par une petite pointe d'humour ou un retour d'expérience. Alors, vous dites une entreprise, et vous avez raison, c'est une idée. Hein, c'est quelque chose qui vous chatouille, qui vous ratouille, et sur lequel vous pensez un jour. Alors, est-ce que vous avez, vous, quelque part, à un moment ou aujourd'hui, une idée révolutionnaire, iconoclaste, que vous auriez envie de faire et sur lequel vous auriez envie d'entreprendre? Alors, d'abord, juste avant de vous dire ce que j'aurais envie de faire, juste, on a besoin de bénévoles. On a déjà 20 000 bénévoles en France. Ces bénévoles, c'est les gens qui parlent avec ces porteurs de projets, ces futurs entrepreneurs. C'est eux qui sont dans les comités de prêt pour décider si on va prêter ou pas, et c'est eux qui accompagnent, eux et elles. Et donc, voilà, je lance un petit appel à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez envie de nous rejoindre comme bénévole, une demi-journée par mois, une journée par mois, enfin, ce que vous pouvez, sur le site initiativefrance.fr, il y a les 210 associations, et en contactant l'association, on vous accueillera bras ouverts. Moi, en fait, je vais vous dire la vérité, c'est qu'à chaque fois que je rencontre quasiment quelqu'un qui crée sa boîte, j'aurais eu envie de faire la même chose. Et là, il se trouve que le week-end dernier, sur l'Atlantique, j'ai rencontré 2 projets. J'ai envie de vous les citer parce que je suis resté totalement scotché. Tout le monde voit ce que c'est les secouristes qui sont là sur la plage en jaune et rouge pour venir en aide aux baigneurs en difficulté. Sauf que là, c'est 2 jeunes qui sont fous de techno, et ils sont en train d'inventer, mais je ne peux pas en dire beaucoup parce qu'ils sont obsédés par le secret. Ils sont en train d'inventer un drone de secours qui va, sur la plage ou en mer, venir au secours de planchistes ou de baigneurs qui sont en difficulté. Et le drone va tout simplement, donc, évidemment, rapporter les images, mais il va tout simplement larguer une bouée, voire un jour larguer un peu de matériel de secours. Et rendant donc le sauvetage, ou dans lequel chaque seconde compte, beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. Je trouve que l'idée est juste incroyable. Et puis, une autre idée, toujours la même période. Alors, cette fois-ci, ce n'est plus des jeunes, c'est au contraire des gens qui ont quitté l'industrie aéronautique. Ils doivent avoir une bonne soixantaine, mais ils ont toujours la créativité chevillée au corps. Et ils sont en train de ressusciter une technique russe qui s'appelle l'écranoplane. Alors, c'est même pas un nom de Scrabble, écranoplane. C'est tout simplement un espèce de mi-bateau, mi-avion, une sorte d'hydravion, mais qui utilise la portance d'une aile. Donc, c'est un bateau avec 2 ailes, la portance de l'aile pour pouvoir voler, entre guillemets, au ras de l'eau. Et alors, les performances sont juste incroyables. Vous volez à 200 ou 300 km/h. Vous pouvez, dans leur projet, mettre entre une trentaine et une cinquantaine de personnes. Et l'usage, c'est évidemment de changer nos vieux ferries pour des ferries modernes. On se souvient des hovercraft dans les années 70-80, mais ça bouffait du fuel, ça faisait du bruit et c'était vraiment un truc ouais, assez effrayant. Voilà, puis il y en a eu entre la France et la Grande-Bretagne. Bon, ben voilà, ce naviplane tiré de l'écranoplane, technique russe ou technique militaire des années 60-70, est peut-être en train de revivre. Donc, voilà, des projets comme ça, j'en ai des centaines en tête et ils sont tous absolument fascinants. Guillaume, il est 8h45 et donc je vous propose de conclure. Je voudrais juste d'abord vous remercier infiniment parce que je pense que tous les gens qui ont eu la chance d'assister à cet échange, je pense, ont été marqués par votre grande simplicité, par cette énergie et ce goût d'entreprendre qui est assez formidable. Et quand on a été un grand patron d'entreprise, se réinventer de manière aussi forte que ce que vous avez expliqué, c'est juste absolument remarquable. Donc, pour tout cela, au nom de tous les entrepreneurs que vous allez aider, que vous allez contribuer à aider, nous vous remercions infiniment. Merci pour ce partage d'expérience. Merci pour ce chat finalement informel entre nous. On aura de toute façon l'occasion de se revoir.
Je voulais, au nom de la Chambre, vous remercier infiniment et peut-être vous laisser juste le mot de la fin, si vous voulez bien, en remerciant à nouveau la jeune Diane pour avoir facilité cette discussion. Non, c'est moi qui vous remercie. C'était un moment pour moi important. Puis c'est vrai que ce réseau Initiative France, comme les autres réseaux, il est absolument pas connu. Et il n'est pas connu de celles et ceux qui peuvent devenir bénévoles. Et heureusement, il est connu sur le terrain. Dans les 200 associations, on reçoit environ 60 000 personnes par an. Et ces 60 000 personnes donnent naissance à 20 000 entreprises. Mais le mot de la fin, je voudrais qu'on garde tous en tête la situation des jeunes aujourd'hui. C'est juste une situation absolument dramatique. L'État fait des choses, mais moi, je suis de ceux qui ne croient pas que l'État fera tout. Et je pense que c'est dans les entreprises que ça va se jouer. Et donc, je pense que c'est vraiment une grande cause nationale dans toutes les entreprises que de faire face à cette situation. Et je crois que l'étude du MEDEF est en ligne sur les sites du MEDEF. Et si vous y jetez un œil, les résultats sont juste effrayants et il faut qu'on agisse. Voilà, je vous remercie à nouveau et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Merci Guillaume. Et puis, j'encourage notre équipe à créer j'allais dire, un petit article sur la franco-british et sur lequel vous retrouverez l'initiative, la possibilité de pouvoir, pour ceux d'entre vous qui peuvent donner du temps, suite à l'appel de Guillaume, eh bien, de pouvoir faire un peu plus connaissance avec cette organisation que vous présidez. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée. À très bientôt et merci encore Guillaume. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée.